Il est 8h33, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Pour notre invité politique ce matin, Christophe Béchu, qui est ministre de la Transition écologique et secrétaire général d'Horizon. Christophe Béchu, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. 12h ou 13h, je ne sais plus. 3h du matin, fin des discussions entre Emmanuel Macron et les chefs de parti. Que savez-vous sur ce qui a été décidé ? Vous avez été le premier, je pense, à noter que tout ça s'est fait à huis clos, et dans un huis clos qui a été totalement donc vous ne savez tenu, rien. puisqu'on a confisqué les téléphones. Il y a eu évidemment quelques échanges à la sortie de cette réunion qui ont été assez largement partagés. D'abord, un premier constat, personne n'est sorti avant la fin, on nous promettait des claquements de porte, la discussion a eu lieu et elle a duré. Deuxièmement, le principe de se revoir a été acté. Troisièmement, pas de date ? Pas de date, la seule date aujourd'hui qui soit à l'agenda, elle est simple. Mercredi prochain, il y aura un séminaire gouvernemental pour tenir compte de ce qui s'est dit hier à Saint-Denis, pour en organiser les suites. Ensuite, le président de la République a acté le principe qu'il y ait une conférence sociale sur les carrières. Preuve que... Alors, conférence sociale sur les carrières. Vous précisez les choses, c'est-à-dire... Tout le monde a en tête le débat sur les retraites. Oui. Et... dans ce débat sur les retraites, au-delà de la nécessité de travailler plus parce qu'on vit plus longtemps, parce qu'il y a une nécessité d'équilibrer les comptes, on voit bien que toute une part du mécontentement des sujets ont finalement été de dire travailler plus longtemps alors qu'on est dans des carrières qui ne sont pas forcément épanouissantes, alors qu'on n'a pas forcément de perspective, c'est une difficulté supplémentaire. Donc qu'on ait une réflexion sur la manière dont se déroulent les carrières, sur le rapport qu'on a au travail. Ce qui était demandé par beaucoup des participants et que le président l'ait acté, pour moi, ça s'inscrit typiquement dans les suites positives de ces rencontres de Saint-Denis. Sur les carrières. Je termine d'un mot, si vous voulez. Allez-y, Christophe Béchu, allez-y. Parce que le dernier point qu'on peut retenir de tout ça, c'est le principe de discuter plus avant, à l'issue de ces rencontres, d'en reparler à nouveau, à la fois des objets, le référendum, des questions de décentralisation et de planification écologique. Bon, oui, parce que vous êtes... Il paraît qu'on n'a pas beaucoup parlé d'écologie cette nuit, dans la nuit. C'est vrai ou faux ? Je ne sais pas. On ne peut pas dire que les journées parlementaires d'Europe Écologie Les Verts aient été un grand moment consacré à l'écologie en termes de retombées médiatiques. C'est pas une raison. C'est pas une raison. Non, Christophe Béchu, mais je voudrais revenir sur les carrières. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous allez aménager je sais pas moi, la réforme des retraites, que vous allez, je ne sais pas. Ça veut dire quoi ? Expliquez-vous. Vous avez une petite idée, j'en suis certain, derrière la tête. Le sujet des retraites, c'est un sujet de démographie. C'est un sujet d'équilibre de nos comptes, c'est un sujet de justice par rapport à nos retraités. Le sujet des carrières, c'est le rapport que nous avons au travail. C'est la question de l'épanouissement. C'est les perspectives qu'on peut avoir de progresser. C'est la manière dont les choses se passent. Et poser au cœur d'une conférence sociale ce rapport au travail, à la manière dont se déroulent les parcours professionnels dans les entreprises, la façon dont on travaille, c'est tout ça qu'il y a derrière ce sujet des carrières et des branches qui sont sous le salaire minimum, pour reprendre les expressions sur lesquelles tous les leaders se sont exprimés en sortant de ces rencontres de Saint-Denis. Les branches qui sont sous le salaire minimum, c'est-à-dire qu'il y aura aussi une discussion salariale. Manifestement, sur les niveaux salariaux sur les niveaux salariaux les plus faibles. Je le redis, Jean-Jacques Bourdin. Amélioration, je ne sais pas, non, j'oublie le SMIC. Le SMIC augmente régulièrement, légalement. Mais amélioration, je ne sais pas, trouver des idées pour améliorer les plus bas salaires ? Au cœur de tout ça, il y a cette idée que c'est le rapport au travail qu'il conviendrait interroger. La question des retraites, elle n'épuise pas le rapport au travail. Elle pose juste le principe qu'on ne peut pas vivre plus longtemps si on travaille plus longtemps. Pour autant, donc aménagement de la réforme des retraites ? Pas du tout. Quel type de travail ? C'est quoi travailler en France aujourd'hui ? Si vous discutez sur les carrières, vous allez aménager la réforme des retraites, forcément. Non, quand on discute sur les carrières, ça veut dire qu'on discute sur ce qu'est un parcours professionnel, ce qu'est le rapport au travail dans les entreprises, ce que sont les évolutions de carrière. Encore une fois, il faut distinguer la façon dont on travaille et le besoin que nous avons en quantité de travailler pour créer des richesses et faire en sorte d'équilibrer les comptes publics. Bien, Christophe Béchu, vous proposez un référendum avec de multiples questions. Et parmi les questions, on est d'accord, hein, c'est ce que vous proposez. Je vous le confirme. D'accord. Vous proposez ça en tant que ministre du gouvernement ou en tant que secrétaire général d'Horizon ? Je me pose pas la question de savoir ce qui relève. Je propose ça en tant que Christophe Béchu. C'est une conviction profonde pour moi qu'on n'utilise pas suffisamment le référendum dans notre pays, que quand on ne pose qu'une seule question, on le voit depuis des années, on a tendance à ne pas répondre à la question mais à celui qui la pose. Et donc si on veut poser directement des questions aux Français, il faut en poser plusieurs. Et ce
ce que je propose, c'est qu'on pose plusieurs questions sur plein de sujets, le même jour, de manière à trancher des thèmes dont on parle depuis des années. Alors, quel sujet? Des sujets institutionnels. Je pense que, par exemple, la question du cumul des mandats, du nombre de députés ou de sénateurs. La proportionnelle? De la proportionnelle dans les élections. La façon même, éventuellement, dont on élit son conseil départemental ou son conseil régional avec les questions du millefeuille et de la manière dont on pourrait rapprocher les collectivités locales. Voilà des sujets. Et puis, il y a des sujets qui sont des sujets de discussion des Français toutes les semaines. L'immigration? Ça peut être le sujet de l'immigration, ça peut être le sujet de la légalisation du cannabis. Dans un référendum, une ou des questions soient posées sur l'immigration? Moi, je considère que si vous faites un référendum, il faut le faire sur des questions qui intéressent les Français, qui correspondent au débat sur l'immigration. Et l'immigration fait partie naturellement de ces sujets. Alors, j'entends la musique qui consisterait à dire « oui, mais il y a des questions potentielles qu'on ne peut pas poser ». Je note 3 choses. 1, manifestement, dans les discussions qui ont eu lieu cette nuit, le principe de discuter du champ d'application du référendum a été retenu par les chefs de parti. 2, ça veut dire quoi? On n'est pas obligé d'avoir un référendum. Ça veut dire que sur le référendum, ça va avancer. Ça veut dire qu'on pourrait élargir les questions sur lesquelles on a le droit de les saisir. Autour de l'organisation de référendum, dans la nuit. Je ne le comprends pas comme ça, je le comprends sur un consensus sur le fait qu'on pourrait élargir les questions qu'on pose aux Français. Oui. On a des débats sur le fait de savoir quelles sont les questions que vous avez le droit de poser, etc. Moi, je retiens une chose. Le sujet, c'est pas d'avoir un référendum qui soit forcément constitutionnel ou législatif. C'est de poser des questions aux Français qui leur permettent d'exprimer des avis sur les directions qui sont à prendre. Quand bien même après, il faudrait une loi pour traduire la volonté exprimée par le référendum. Évidemment, mais c'est une manière de consulter les Français, notamment sur l'immigration. J'ai une autre question aussi. La dépénalisation du cannabis, ça pourrait être une question? Pour moi, si vous ne posez pas des questions qui correspondent aux discussions que les Français peuvent avoir, à des sujets qui reviennent de manière récurrente dans le débat public, vous ne provoquerez pas un choc de participation et un grand débat dans le pays. Et donc, c'est pour ça que je crois à la nécessité de parler de proportionnel. C'est pour ça que je pense qu'il faut mettre des sujets qui sont des sujets de société, dépénalisation des du sujets cannabis. régaliens, des sujets comme ceux-là qui aujourd'hui agitent toute une partie de nos voisins. Dépénalisation du cannabis. Je vous confirme, pour moi, ça doit faire partie des questions qui seraient posées. Vous êtes favorable? Je répondrai à aucune des questions que je suggère pour le moment, pour 2 raisons. La première, c'est que je pense que si vous faites ça, il ne faut pas qu'il y ait la position du gouvernement sur tous les sujets. Il faut que chacun puisse exprimer à titre personnel des positions. Et la deuxième, c'est que pour que ça puisse se tenir, il faut exactement ce qu'a fait le président de la République hier, une forme de consensus ou de dialogue entre les partis pour arrêter une liste de questions qui permettent de prendre les Français à témoin, qu'on veut faire un grand débat avec eux. Bien, je vais vous parler d'écologie et notamment de fiscalité écologique, parce que le budget est en préparation, enfin il est plus que préparé. Nous le connaîtrons bientôt. Là, j'ai vraiment plein de questions précises à vous poser. Christophe Béchu, vous l'imaginez, mais vous êtes secrétaire général d'Horizon. Horizon, le parti d'Édouard Philippe, candidat à l'élection présidentielle en 2027. Tout le monde le sait. C'est une hypothèse qui n'écarte pas et à laquelle il se prépare. Une hypothèse. Non, c'est une réalité. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une réalité. Il sera candidat. Est-ce que Gérald Darmanin n'a pas pris un peu d'avance sur lui? Gérald Darmanin est une des principale figure de ce département. Il est ministre depuis 6 ans, il incarne sur les sujets régaliens une vraie efficacité avec un vrai ancrage territorial. Qu'il fasse une rentrée avec ses amis, je vais vous dire, l'anomalie, c'est presque qu'il n'ait pas pris cette habitude. Vous allez faire votre rentrée bientôt. Et donc, avec vos amis. Dans les propos qu'il a tenus dimanche, dans la manière dont il a souhaité exprimer le fait qu'il y avait un besoin de boussole sociale, de faire entendre davantage certaines aspirations, je pense qu'il est dans son rôle de contribuer à la diversité de la majorité. Il a dit lui-même qu'il ne fallait pas directement relier ça à 2027. N'a-t-il pas pris un peu d'avance ? Je ne pense pas que le sujet de la prochaine élection présidentielle... mais je vous le dis très sincèrement, ce soit la préoccupation des Français en 2023. Ne s'y intéresse pas, mais c'est la vôtre. Non, je pense que c'est beaucoup trop tôt. C'est la vôtre, la classe politique. Oui, mais bien sûr. Mais même pour Bruno la classe politique. Mais Gérald Darmanin y pense. Édouard Philippe y pense. Et à gauche, tout le monde y pense. Et ils ne sont pas les seuls. C'est pas à vous. Et François Hollande y pense. Et d'autres y pensent. Jean-Jacques Bourdin, c'est pas à vous que je vais vous dire que c'est pas parce qu'il y a des sujets auxquels certains hommes politiques pensent, voire beaucoup d'hommes politiques pensent, que ça correspond aux préoccupations des Français. Et typiquement là, je pense qu'on est dans un grand écart entre la préoccupation des Français sur ce qui se passe dans les prochaines semaines, sur les questions de pouvoir d'achat, sur la question de budget, puisque vous l'avez évoqué, sur les questions d'écologie, et ce qui se passera dans 4 ans.
Alors je vais y venir, mais auparavant, un mot, vous étiez Angers, c'est votre ville, maire d'Angers, enfin bon, j'ai entendu la ministre de la Ville nous parler d'uniformes en priorité dans les écoles des quartiers difficiles. C'est une idée qui vous plaît ou pas? À titre personnel, oui. Et je vais vous dire... Vous êtes favorable? Je serais favorable à ce qu'on expérimente ou qu'on généralise un uniforme à l'école. Et je vais vous dire pourquoi. Non, attendez, à l'école. Dans les quartiers difficiles uniquement ou partout? Pour moi, à titre personnel... Dans toutes les écoles? Au-delà des quartiers difficiles. Donc vous êtes favorable à l'uniforme? Je vous confirme. Et d'ailleurs, y compris pour des raisons écologiques, si vous voulez tout savoir. Oui. Un des enjeux, une des difficultés que nous avons aujourd'hui en matière d'écologie, c'est ce qu'on appelle la fast fashion, c'est-à-dire le fait qu'on multiplie des achats de vêtements peu chers, qu'on finit par jeter et qu'on garde pas longtemps. Juste un chiffre. En l'espace de 10 ans, le nombre de vêtements moyens achetés par les Français a augmenté de 30%. On est en moyenne à 29 achats de vêtements par an et par Français. Et donc, si on était dans une logique qui consistait à faire en sorte d'aller vers des tenues qui soient des tenues uniques, d'abord, on solderait des débats autour de la question de la laïcité, autour de d'autres symboles qui peuvent conduire à des formes de décalages sociaux. Et puis on pourrait aussi soutenir une filière textile qui permettrait de produire ces tenues uniques, d'imaginer le recyclage de ces textiles avec toute une chaîne de production qui soit nationale. Et donc, à titre personnel, sans sortir de mon rôle ou de ma condition, mais c'est un sujet sur lequel ma réflexion fait que je serais aujourd'hui favorable à cet uniforme à l'école. Christophe Béchu, parlons d'environnement, d'écologie. À Mayotte, eau courante un jour sur 3, est-ce acceptable? Bien sûr que non. La situation à Mayotte, elle est... Eau courante un jour sur 3, oui, dans un département français. Mais Jean-Jacques Bourdin... Imaginons qu'un département de métropole n'ait pas d'eau courante. Non, mais... Mais il n'y a pas d'eau courante parce que le gouvernement a décidé qu'il n'y aurait pas d'eau courante? Non, il n'y a pas d'eau courante parce que nous avons là-bas une sécheresse absolument dramatique. Une sécheresse qui se prolonge. Il y a 35 millions d'euros qui sont investis en ce moment pour rajouter une usine de dessalement d'eau de mer là-bas, parce que la particularité de Mayotte, c'est que 85% de la consommation d'eau, elle est faite pour l'eau potable. C'est pas le problème de l'agriculture, c'est pas le problème de l'industrie là-bas, c'est clairement le problème de l'eau potable. Maintenant, le lien entre le fait que nous avons une population à Mayotte qui est le double de ce qu'elle devrait être et la difficulté à faire en sorte d'avoir de l'eau, elle accélère, elle amplifie une difficulté, mais qui, je le redis, est une conséquence du dérèglement climatique, de sécheresses qui sont des sécheresses à répétition, de diminution des niveaux de pluie, et auxquels nous nous attelons avec des investissements qui sont massifs, et à l'heure actuelle des distributions d'eau, y compris dans les écoles pour l'ensemble des écoliers. Christophe Béchu, préparation du budget 2024, nous le connaîtrons bientôt. Les niches fiscales doivent servir à la transition écologique. C'est ce que dit le gouvernement, c'est ce que vous dites. Les niches fiscales doivent servir à la transition écologique. Le principe, c'est de considérer qu'on va quand même pas donner des avantages fiscaux à des choses qui ensuite génèrent des dépenses publiques parce qu'il faut réparer les dégâts qui seraient causés à la planète. Ça, c'est le principe, Jean-Jacques Bourdin. Ensuite, quand vous entrez dans le détail, vous vous rendez compte qu'à certaines époques, on a pu donner des coups de pouce fiscaux à certaines pratiques dont on sait aujourd'hui qu'elles participent ou qu'elles amplifient le réchauffement climatique. Je vais vous donner un exemple très concret. Jusqu'à l'année dernière, le kérosène était en moyenne 70% moins cher que l'essence. On voit bien aujourd'hui qu'au-delà des débats démagogiques sur il faut interdire les jets ou je sais pas quoi, qu'au moins l'essence des avions soit pas moins chère que l'essence des voitures, c'est une évidence absolue. Donc, terminé, le kérosène sera au prix de l'essence. Oui. Oui. Taxation des billets d'avion ? C'est un sujet sur lequel on a aujourd'hui des taux de TVA réduits, par exemple, sur les vols intérieurs. Ce sera terminé ? À titre personnel, ce type d'arbitrage n'est pas totalement terminé. Oui. Les arbitrages sont sur le point d'être rendus. Oui. Je souhaite qu'on aille vers un taux de TVA normal et non pas un taux de TVA réduit TVA normal sur les billets d'avion. Sur les billets d'avion. Taxation des sociétés d'autoroutes, nouvelle taxe. Là, il y a plusieurs sujets en un. Parce qu'on n'est pas que sur la question d'écologie. Vous savez qu'il y a un débat qui agite les classes politiques sur le fait de savoir si les contrats passés au moment de la privatisation sont plus ou moins importants. Ce qui est certain, c'est que globalement, se dire qu'on prend de l'argent sur la route pour être capable de financer le rail, c'est le sens de ce qu'il faut faire. Donc on va prendre de l'argent sur la route. Donc on va faire en sorte d'aller vers des équilibres sur les contrats. Donc on va prendre de l'argent sur la route. On va taxer les sociétés d'autoroutes. Je l'ai dit, je crois, d'une manière extrêmement claire. Est-ce qu'on va taxer les véhicules lourds ? Le sujet
depuis des années, il est d'avoir des systèmes de bonus-malus en fonction du poids des véhicules. Une des questions qui est sur la table, c'est de savoir si on amplifie cette politique de malus, mais aussi cette politique de bonus. Oui. Vous me demandez de réagir, et c'est normal. Donc, sur les sujets qui pourraient conduire à des bougies en termes de fiscalité. Mais je souhaite quand même dire la chose suivante. Il va y avoir dans ce budget des bonnes nouvelles aussi multiples pour le pouvoir d'achat des Français, notamment reliées à l'écologie. Alors ce que je souhaite, c'est que les questions soient équilibrées. Mais oui, mais vous allez me le dire, mais répondez à ma question. Est-ce qu'il va y avoir une augmentation de la taxation sur les véhicules les plus lourds ? Nous poursuivons une politique qui consiste à alléger la fiscalité sur les petits véhicules et à l'alourdir sur les plus lourds. Alourdir sur les plus lourds. On est bien d'accord. Augmentation du malus, augmentation du bonus. Fin progressive des avantages fiscaux pour le gazole non routier ? Ce sujet n'est pas tranché. Vous y êtes favorable ? À condition qu'il y ait des alternatives et qu'on permette d'aller... Donc vous y êtes favorable ? À condition qu'il y ait des alternatives, c'est-à-dire que vous puissiez donner les moyens d'aller vers de l'électrification de véhicules à ceux qui seraient concernés par cette fiscalité. Ils sont nombreux. Moi, je vais vous dire un truc. Agriculteurs, forestiers, tous ceux qui travaillent dans le domaine fluvial, les travaux publics, le fameux GNR. Fameux GNR. Je vais vous dire très exactement. Qui était taxé. Je vais vous dire très exactement ce que je pense. Oui. On a aujourd'hui un angle mort en termes de fiscalité. Oui. Et qui ne concerne pas les entreprises françaises, mais qui concerne les poids lourds étrangers. L'essentiel du financement de nos infrastructures et même d'une part de notre transition écologique, ça repose sur la fameuse TICPE, ce que vous payez quand vous faites le plein de votre véhicule. Et il y a une catégorie d'usagers qui ne paient pas, ce sont les poids lourds étrangers, qui font le plein à l'extérieur de nos frontières, qui abîment nos routes en roulant dessus et qui repartent. Payer. Pour ça, le principe d'une eurovignette qui permette de faire en sorte, comme dans d'autres pays, puisqu'on ne peut pas les contraindre de faire le plein en France, de pouvoir participer au financement, mais dont on exonérerait ceux qui font le plein dans notre pays, en considérant que le moyen de payer cette... On va instaurer une vignette que paieront les poids lourds étrangers, sauf ceux qui font le plein dans notre pays. C'est exactement ce à quoi les services de mon ministère travaillent. Je ne sais pas si on sera prêt pour la fin de cette année, mais aujourd'hui, qu'on soit dans une situation qui nuit à la compétitivité de certaines entreprises françaises et qui contribue à ce qu'on ait des poids lourds étrangers qui ne paient pas, ça n'est ni juste, ni efficace, d'un point de vue écologique ou d'un point de vue économique. Je sais, encore une fois, je n'arrive pas à savoir si on sera totalement prêt dans les jours qui viennent. Dans tous les cas, nous y travaillons. Je vous le confirme. Alors les bonnes nouvelles. Donnez-moi 2-3 bonnes nouvelles, tiens. D'abord, ça va être l'amélioration en termes d'efficacité, de lisibilité et de moyens des dispositifs pour rénover thermiquement sa maison. On a beaucoup parlé de MaPrimeRénov'. Et parfois sous l'angle de c'est long, c'est compliqué. Oui. Mais il faut dire qu'on est passé de 70 000 aides à la rénovation des logements pour mieux les isoler à 700 000 en l'espace de quelques années. Tout l'enjeu maintenant, c'est non seulement qu'on continue cette progression, mais qu'on fasse en sorte, en plus, de privilégier les rénovations globales et le financement d'un accompagnateur. 1,6 milliard de plus ? Je vous confirme, des augmentations en termes de moyens qui vont permettre d'aller soutenir cette politique. Mise en place du leasing, avec la voiture à 100 € et le début pour les véhicules électriques. 2024. Promesse du président de la République, avec l'ouverture, avant la fin de l'année, de la première plateforme de réservation, et avec la volonté, conforme à ce qui a été fait également dans le cadre de la loi Industrie Verte, qu'on privilégie les véhicules qui sont fabriqués en Europe et qu'on évite d'utiliser de l'argent public pour aller financer des choses qui sont faites au bout du monde. À ce propos, petite parenthèse, au mois de juillet, on a vendu plus de voitures diesel que de voitures électriques en Europe. Vous avez vu ça ? J'ai vu. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est épisodique. On est dans une augmentation de fond. Le premier trimestre de cette année, c'est près de 20% des immatriculations en France qui sont sur des voitures électriques. On était à 12 ou 13% sur l'année dernière et on voit que les choses continuent de progresser. Des bonnes nouvelles aussi sur un champ dont on parle très peu, qui est celui de la biodiversité. On a des milliers d'espèces menacées dans notre pays. Et ce sont près de 300 millions d'euros qui, à un titre ou à un autre, vont être mis sur la table pour aller mieux préserver nos zones humides, mieux préserver un certain nombre d'espèces, mieux accompagner des dispensaires pour animaux. Prendre soin de cette nature dont on a besoin parce qu'elle est un allié pour précisément lutter contre ce réchauffement climatique. La position du gouvernement et la ligne, elle est claire. On est dans un contexte qui n'est pas simple, à la fois sur le plan géopolitique, sur le plan international, sur le plan économique, etc. Mais on continue à tenir un cap qui est globalement, depuis le début du quinquennat, du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, la baisse des prélèvements obligatoires, l'augmentation de l'activité économique dans notre pays. Les prélèvements obligatoires qui sont à combien ? Les prélèvements obligatoires, ils ont baissé en taux.
Ils sont à 45,7%. Sauf que ce qu'on ne dit pas... 45,7%. Ce qu'on ne dit pas, M. C'est-à-dire Bourdin... qu'ils n'ont jamais été aussi hauts. Vous savez ce qu'on ne dit pas, M. Bourdin? Oui. C'est que l'impôt sur les sociétés, oui. qu'on a passé de 33 à 25, il rapporte plus d'argent aujourd'hui à 25 qu'il en rapportait à 33. Et on confond deux débats. Le fait de savoir à quel niveau sont les taux d'imposition et ce que sont les rendements. Qu'on ait une activité économique qui rapporte plus parce qu'on a baissé les taux pour libérer l'activité, ça invalide la thèse d'un certain nombre de gens qui vous disent qu'il faut sans cesse augmenter les impôts. Enfin, taxe sur le billet d'avion, taxe sur les sociétés d'autoroute, taxe sur les véhicules lourds, ce sont des impôts. Mais quand vous énumérez le fait qu'on va limiter un certain nombre de niches, je comprends l'exercice. Sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est que si en face de chacune de ces dépenses, parce que le réchauffement climatique s'accélère, on est obligé d'aller mettre des milliards d'euros pour compenser les effets, je peux vous assurer que le coût de l'inaction, on pourrait aussi s'amuser à le mesurer. Bien, Christophe Béchu, j'ai deux questions encore. L'éboulement dans les Alpes est-il d'origine climatique? Est-ce le réchauffement de la planète, le réchauffement climatique qui a provoqué cet éboulement spectaculaire dans la vallée de la Maurienne? La réponse est non. Les experts du ministère, en particulier d'un service pas forcément très connu du grand public, qui s'appelle le service RTM, Restauration des terrains de montagne, qui dépend de l'ONF, est catégorique sur le fait qu'on est face à des évolutions géologiques. Autant il y a eu des éboulements, je pense aux écrins ou à l'aiguille du Midi, qui sont directement reliés à l'accélération de la fonte des glaces, mais là, en l'espèce, ça n'est pas le cas. Reprise de la circulation des trains, quand ? Clément Beaune se rend aujourd'hui sur place pour faire un point avec les équipes. On aura une expertise dont on connaîtra les conclusions d'ici la fin de la journée sur 3 sujets. 1. Quels sont les risques qui existent encore et quelles sont les roches qui pourraient se décrocher de la paroi et pour lesquelles il conviendrait de prendre des décisions. 2. Réouverture ou pas de la circulation sur l'autoroute qui est plus éloignée du site de l'éboulement. Et 3. Temps nécessaire pour dégager les voies. Est-ce qu'on parle en jours? Est-ce qu'on parle en semaines? Ce sera les questions auxquelles il y aura des réponses dans la journée, je l'espère. Encore 2 questions. Vous ne voulez pas interdire la climatisation? Non. Non, j'ai dit ça. Je dis ça parce que j'ai vu que Mathilde Panot faisait cette proposition. Je suis intimement... C'est ridicule? Je suis intimement convaincu. Comment la qualifiez-vous, cette proposition? Vous savez... Dites-moi ce que vous en pensez, non, franchement. Mais en termes d'écologie, oui. Le problème, c'est que pour être audible, c'est toujours compliqué d'être dans la nuance. Et donc, vous reprenez des propos qui sont radicaux, qui sont excessifs, parce qu'avec ça, vous faites le buzz. Vous parlez du barbecue, vous parlez de la clim, vous parlez des jets privés. La réalité, c'est que ce chemin de transition écologique, il est complexe. Et je vais vous dire ma conviction. Il y a un type d'énergie renouvelable sur lequel il faut qu'on mise dans les années qui viennent, c'est la géothermie. Et en particulier, la géothermie de surface, qui, dans un pays comme les Pays-Bas, permet aujourd'hui d'aller rafraîchir énormément de logements sans aller faire des investissements de climatisation, en ayant cette climatisation naturelle qui permet de baisser de plusieurs degrés et surtout de diminuer de manière considérable les factures énergétiques des ménages. Dernière question sur les Jeux Olympiques d'hiver 2030 dans les Alpes. Est-ce que vous soutenez ce projet? Je me réjouis qu'on ait une candidature française pour ces Jeux Olympiques, qui plus est portée par plusieurs régions. Mais même sur le terrain écologique, il n'y a pas de risque? Toute activité humaine, elle emporte des conséquences. Mais de la même manière qu'on va faire en sorte que ces JO de Paris, ce soit l'occasion d'une fête, d'un point de vue sportif, de regroupement et de rapprochement des nations, on va aussi faire en sorte qu'ils soient exemplaires d'un point de vue écologique. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'on travaille pour que ce soit des jeux sans plastique. On a le travail conduit avec le COJO pour éviter la distribution de millions de bouteilles en plastique, comme ça a été le cas dans des jeux précédents. Il y a des initiatives qui sont prises. À Paris, en 2024, baisser les émissions de gaz à effet de serre. De bouteilles en plastique? Non. Il n'y aura pas de distribution de bouteilles en plastique. Il y aura à la fois des dispositifs de fontaines qui sont intégrés dans la plupart des lieux. Et puis, il y aura l'usage de gobelets. Il y aura l'autorisation de venir avec sa gourde pour pouvoir plus précisément recharger. Et les bouteilles en plastique dont on aura besoin seront gardées dans les endroits pour être versées dans des gobelets de manière à être 100% recyclées. Les émissions de gaz à effet de serre sont divisées par 2. La biodiversité est présente dans toutes les décisions qui ont été prises. On va en faire une occasion d'exemplarité, ce qui explique que le président de la République ait appelé de ses vœux qu'il puisse y avoir un sommet sur l'olympisme durable qui se tienne auparavant. Une écologie qui consiste précisément à être le prétexte pour interdire, pour taxer ou pour mettre fin à tout regroupement ou toute convivialité. C'est pas mon écologie. L'écologie, c'est vivre mieux. L'écologie, c'est protéger les Français parce que c'est l'inaction qui provoquera un certain nombre de conséquences. Et pour changer cette image, il ne faut pas qu'il y ait que les radicaux qui aient la parole. Merci Christophe Béchu d'être venu nous voir ce matin, ministre de la Transition écologique et secrétaire général d'Horizon.